Parfois, quand les gens me rencontrent en vrai, ça leur fait drôle parce qu'ils m'ont vu plein de fois en vidéo sur la chaîne YouTube Les Agronomes. Quand j'ai rencontré Benoît dans sa maison à la ferme de Cagnols, je me suis dit, une nouvelle fois, qu'il y a la version YouTube de la personne et la version Real Life. Cet échange, je le résumerai par le mot humilité autour d'un verre de kéfir maison offert par Benoît, où l'on parle du cheminement d'un être humain à travers 14 ans de l'histoire de la ferme. On parle aussi de production de semences paysannes adaptées à la sécheresse et de l'appel à expérimenter autour de la capacité des fermes à capter massivement du carbone. C'est un échange passionnant et je vous souhaite vraiment de passer un bon moment à l'écouter. Ce podcast est soutenu par la plateforme agroécologie.org, lancée par Pour une agriculture du vivant, sur laquelle vous trouverez les outils pour prendre en main votre projet agroécologique. L'école est une formation alternative qui n'est pas soutenue par des financements publics. Tous les soutiens de l'écosystème sont bienvenus. Si vous souhaitez devenir partenaire de l'école ou de ce podcast, ce sera avec un grand plaisir que je vous lirai sur l'adresse agroécologievoyageuse@gmail.com. Enfin, si vous souhaitez embarquer en septembre pour la promo 3 du programme Forêt de l'école d'agroécologie voyageuse, rendez-vous sur lesagronomes.com. À bientôt! Bienvenue dans le podcast de l'école d'agroécologie voyageuse. Aujourd'hui, je suis avec Benoît de la ferme de Cagnols. Salut Benoît. Bonjour Opaline. Donc je suis super contente d'être ici. J'ai inspiré littéralement l'atmosphère de la ferme en arrivant. Parce qu'il y avait plein de matière organique partout quand je suis arrivée. Donc je me suis dit, bon c'est bon, je suis au bon endroit quoi. Et j'ai découvert ta ferme il y a 2 ans je pense. J'avais ma meilleure amie maraîchère Lucille qui m'a dit oh, tu connais la ferme de Cagnols, regarde, ils font des patates douces géantes. Du coup, j'avais découvert ça comme ça. Je sais que tu es installée depuis 12 ans maintenant, un peu plus, dans le Périgord. Enfin, tu me corrigeras hein, si jamais je me trompe. On discutait tout à l'heure et tu me disais hors micro que tu aimes expérimenter, tester de nouvelles choses. Ton chemin dans la ferme a évolué, la ferme a évolué en fonction de ce chemin-là. Et oui, ce que je voulais dire qui est super important, c'est que tu as commencé à diffuser tes apprentissages à travers des vidéos. Et en fait, tu inspires énormément de maraîchers, de jeunes maraîchers, et toute l'équipe, bien entendu, tu vois. Et merci d'ailleurs à Romain qui diffuse les vidéos. Et ça, c'est vraiment super important. Je pense que tu sais que tu inspires aussi. Je pense que c'est aussi un rôle qui est essentiel d'inspirer des jeunes parce qu'on a besoin que les jeunes s'installent en ayant une connaissance globale de ce que c'est qu'être maraîcher. Et pas que maraîcher, parce que tu fais pas que du maraîchage. Tu vas nous en parler. Et du coup, moi j'ai juste envie de te demander comment tu te sens quand tu penses à tout le chemin parcouru depuis que tu es arrivé ici, et puis comment tu te sens aujourd'hui. Quand je pense au chemin parcouru, eh ben, ça fait plusieurs années qui sont passées et c'est difficile comme question. D'un côté, je suis content de ce qu'on a réalisé. D'un autre côté, je vois que j'ai fait pas mal d'erreurs et j'aurais pu aller plus vite ou plus justement atteindre les objectifs. J'ai aussi vu qu'au fur et à mesure des années, mes priorités ont changé et ma vision de l'agriculture aussi, parce que quand je me suis installé ici il y a 14 ans, c'était à la base presque un projet de vie, juste d'essayer de vivre simplement à la campagne, un peu dans une logique d'autonomie et de ne pas participer à une marche du monde qui me convenait pas. Et c'est en s'installant ici, en acquérant des terres, en plantant des arbres, parce que j'ai toujours eu cette sensibilité à l'écologie, donc si j'ai un bout de terre, je vais y planter des arbres, que je suis devenu agriculteur. Et en devenant agriculteur, j'ai commencé à voir
les problématiques de l'agriculture, à essayer de comprendre comment ça fonctionnait, à essayer de me former. Mais moi, j'ai pas fait de formation agricole, donc en fait, ma formation, ça a été les livres que j'ai trouvés et qui m'ont inspiré. Donc en fait, on était vraiment sur une vision de l'agronomie qui est vraiment différente de ce qu'on peut voir dans les cursus agronomiques classiques. Mes bouquins de référence, c'est Fukuoka, ça va être Bill Mollison, c'est en fait des pionniers de la permaculture, de l'agriculture naturelle, des gens qui voyaient l'agriculture comme un système complexe et non pas comme un champ qui devait produire le maximum d'output avec des inputs. Quoi. Ok. Donc une vision holistique et écologique en fait. En ayant des terres et en plantant des arbres, je mets un pied dans le domaine agricole et c'est là où je me passionne un petit peu pour le sujet. J'ai une petite question brise-glace et du coup j'ai des petites cartes. Tu vas pouvoir en tirer une. Génial. Allez, je pense à du milieu. Quel est le moment de la journée où tu te sens le plus créatif ? Je sais pas, ça va dépendre des jours, je crois. Tout le temps ? Non, malheureusement non. Ouais. J'aimerais, mais non, je crois pas que c'est quoi la créativité pour toi ? C'est quand tu te poses une question et que t'as l'impression d'avoir trouvé une bonne solution. Ok. Ah, c'est chouette. Et j'avais une autre question, du coup, pour vraiment s'immerger un peu dans qui tu es toi et comment tu penses l'agriculture. Parce que forcément, la manière dont on pense les choses, c'est connecté à qui on est. Quel être vivant es-tu ? Eh ben, j'aimerais bien essayer d'être moi-même, c'est-à-dire être centré, présent, mais c'est pas facile. C'est chouette que tu dises ça en tout cas. On essaye tous d'être présents et moi non plus, j'y arrive pas toujours. Et là, j'essaie vraiment d'être présente parce que... Enfin, je suis présente parce que j'adore faire des podcasts et c'est cool. Et alors, est-ce qu'il y a des moments dans la journée où tu te sens vraiment centré et présent ? Qu'est-ce que tu fais pour être présent à ce que tu fais ? J'ai entendu l'autre jour de la bouche de Marc-Henri qu'en fait le cerveau il fonctionnait ou en DCN ou en TCN. Et en DCN, en fait, le cerveau il se pose la question toujours de qui il est, etc. Et là on remue toujours. Et que quand on est dans l'action, en fait, on se pose plus de questions. On fait. Du coup, en fait, c'est presque là où il y a une pause pour le cerveau. Et du coup, dans l'action, finalement, tu peux être concentré. En tous les cas, pour moi, c'est plus facile d'être présent si je dois désherber. Bon, désherbe pas trop, mais si je fais une tâche répétitive, tu vois, d'être présent et concentré sur ça plutôt que si je me retrouve à parler, bah là, les idées, elles partent dans tous les sens, quoi. Ah, c'est de la pleine conscience, quoi. De pleine conscience de l'action. Et j'aime bien ce mot contemplation. Le fait de contempler, et en même temps, parce que si tu désherbes, j'imagine que bah, parfois tu prends pas le temps juste de regarder où t'es, tu vois, qu'est-ce que tu désherbes, qu'est-ce qui se passe, où je suis. Et puis tu peux aussi le faire vraiment dans la présence et dans la contemplation active, le fait de contempler et en même temps d'agir. C'est Anaëlle Terry, une pépiniériste qui est à Plazac, avec qui j'ai fait un podcast avant-hier, qui a inventé ce mot. Enfin, je pense que d'autres personnes l'ont inventé. Elle parle aussi du mot simplexité. Oui, simplexité. Le fait que quand c'est simple, c'est complexe. Et du coup, ça m'amène à l'agroécologie. C'est quoi pour toi l'agroécologie ? C'est peut-être une manière de faire de l'agriculture qui se base sur les mêmes principes du vivant, sur les principes du vivant. Et du coup, on pourrait dire une agriculture naturelle,
même si on peut avoir beaucoup de techniques, beaucoup de mécanique dans certaines formes d'agroécologie. En tous les cas, une agriculture qui respecte les cycles qui respecte l'écologie, donc qui s'inscrit dans un système complexe. C'est une agriculture du vivant, quoi. C'est un truc qui fait du sens, c'est quelque chose qui va être dans des logiques peut-être plus d'aggradation des sols que de dégradation. C'est ce qu'il faut qu'on fasse de toutes les parcelles cultivées sur la planète pour résoudre peut-être ou estomper un peu les problématiques de réchauffement climatique. Donc ce que tu fais, c'est de l'agroécologie. Ben, je pourrais le définir comme ça. Après, ça fait toujours bizarre de se coller une étiquette si on l'a pas bien défini avant. Mais oui, si on prend les définitions que j'ai données, oui, c'est dans ce cadre, c'est ce qu'on a envie de faire, ouais. Est-ce que tu pourrais nous faire une petite visite? Genre, on a un drone, on imagine qu'on a un drone et puis on visite la ferme. Pour qu'on puisse un peu se plonger dans ce qui se passe ici. Et ben là, on est sur l'ancienne commune de Saint-Amand. On est sur, il y a des petites collines avec des forêts. Il y a des voisins avec des vaches qui pâturent des prairies. Voilà, ça c'est un petit peu ce qui nous entoure. Et on est sur des coteaux argilo-calcaires, peu profonds. À l'origine pas très fertile. Là, on est sur le versant nord, donc il y a un petit peu d'eau dans les sols, dans le sens où on a 3 puits sur la ferme. Et du coup, sur cette ferme qui fait 13 hectares, là on a racheté un petit bout de forêt, du coup ça fait 17 hectares. Du coup, sur ces 17 hectares, il y a 7 hectares de forêt. Et sur les 10 hectares qui restent, on a planté plus de 4000 arbres. Du coup, là on en est arrivé à un point où on ne peut plus planter vraiment un arbre sans en couper un autre. Et là, on commence à avoir une bataille qui est en train de se jouer entre les arbres qui sont en train de se développer et les légumes qui se retrouvent un peu sous les arbres, parce que c'est le seul endroit où on avait pour planter des légumes, et qui commence à avoir... on commence à voir des phénomènes de compétition qui commencent à apparaître, et du coup on ne sait pas trop comment on va arbitrer ça. Est-ce qu'on va devoir couper quelques arbres? Là on a essayé de les tailler pour les faire monter, pour faire entrer de la lumière sur les parcelles, ou est-ce qu'on se dit que peut-être qu'on va arrêter le maraîchage à certains endroits? Voilà un petit peu. Du coup là on a bien végétalisé cette ferme. Ok. Et il y a aussi, là on est dans la maison, et puis il y a un peu le lieu collectif avec des habitations, la salle de formation. Enfin, on sent que c'est un lieu qui vit, tu vois, c'est pas juste, il y a pas juste, il y a quand même une forte présence humaine dans ce lieu, et ça c'est important aussi de le dire. Et t'as une équipe qui travaille avec toi. D'ailleurs, comment tu te définis ta place dans l'équipe? Est-ce que je sais pas, t'es juste le maraîcher Comment tu dirais ta place dans l'équipe de la ferme de Cagnols? Le maraîcher, non, mais peut-être le capitaine du navire. Ouais, c'est important d'avoir un capitaine dans le navire. Dans un navire, oui. Après, pour le moment, c'est comme ça. Après, on pourra peut-être s'organiser différemment. J'aime bien l'idée de source d'un projet. Je suis en train de lire un bouquin qui s'appelle La Source. Et en fait, tu as été à l'initiative de la ferme de Cagnols. Et tu as des sources. Toi, tu es la source globale. Et puis, tu as des sources spécifiques. Des gens à qui tu délègues certaines parties des productions. Mais j'aime bien cette idée d'être la source d'un projet. Même si c'est pas un terme qu'on utilise beaucoup. Mais c'est chouette de dire que si cette source est tarie, en fait, il n'y a plus grand-chose qui fonctionne, quoi. Et on peut déléguer la source à quelqu'un à un moment dans sa vie, quoi. Et capitaine du navire aussi, c'est chouette. Un leader. Comment tu te sens avec les arbres? Est-ce que tu les considères vraiment comme des arbres fruitiers qui vont produire des fruits que tu vas vendre? Ou est-ce que tu as une relation
tu considères qu'ils font vraiment partie de la succession naturelle de la ferme, et du coup qui vont prendre de la place et devenir gros, et à un moment tu vas peut-être abandonner certaines zones de la ferme pour les laisser vivre. Tu vois, comment quel lien t'as avec les arbres? C'est vrai que tant qu'ils sont petits, on a du mal quand même à s'émerveiller devant eux, et c'est plus là, si on les considère plus comme effectivement comme un truc qu'on a planté pour produire. Mais mais c'est plus avec les arbres qui étaient déjà là, qui sont vraiment massifs et qui ont une présence, et c'est vrai que eux, j'ai pas du tout envie de les couper, même si ils font de l'ombre à un tel ou un tel, quoi. Donc c'est plus l'impression que quand je suis arrivé, la ferme était entre guillemets à l'abandon par rapport au bâti, mais il y avait des présences, et peut-être que ces arbres gardaient la ferme, donc du coup ils sont peut-être plus pas plus légitimes, mais ils ont plus d'ancienneté que moi sur ce lieu, quoi. Donc Ouais, tu les respectes d'une certaine je manière. respecte les arbres, et c'est vrai que c'est j'ai malheureusement, en tout cas, je prends pas suffisamment de temps à mon goût, à mon avis, pour passer du temps avec le végétal dans une écoute, etc. Parce qu'on est quand même beaucoup à courir pour produire, etc. et entretenir la ferme. Mais j'aimerais bien pouvoir plus m'ouvrir à ce type de sensibilité. Ouais. Bah, je pense que tu l'as en toi, et à partir du moment où on fait une pause et qu'on on s'y ouvre, ça arrive, quoi. Moi, j'aime bien aller me poser à côté des poules dans la forêt, là où je suis en ce moment. Il y a des très beaux arbres. Et, euh, et j'aime bien aussi Hervé Covès, il dit que quand on est jeune, on est maraîcher parce qu'on peut être courbé. Je sais pas si t'as entendu cette histoire. Non. On peut être courbé, on a la force physique pour faire un travail très très physique, quoi. Et puis en fait, c'est important quand on est maraîcher de planter des petits fruits et des arbres moyens et des arbres de strates émergentes qui vont produire des gros fruits plus tard. Parce que quand t'as 40 ans, 45 ans, tu vas commencer plutôt à calmer le maraîchage et à te concentrer sur les petits fruits. Et puis au bout d'un moment, bah, tes fruitiers ils vont commencer à donner, et du coup quand t'as 50 ans, t'arrêtes complètement le maraîchage, ou tu le réserves à certaines zones de la ferme et c'est des jeunes qui s'en occupent, et toi tu vas récolter les fruits et le bois d'œuvre de tes fruitiers, quoi. Et du coup peut-être que au fur et à mesure, bah là tu vas nous expliquer un petit peu, mais vous prenez l'orientation de la semence, qui est déjà un autre stade du maraîchage. C'est plus vraiment du maraîchage d'ailleurs. Et peut-être après, bon, s'il n'y a pas trop de gel, les fruits, quoi. Ouais, après, sur les fruitiers, on a planté quand même beaucoup de noyers, et malheureusement, les noix, elles se ramassent au sol. Du coup, je vais me Ah retrouver un merde. peu comme dans la problématique du maraîcher, du jeune maraîcher vaillant. Ah zut. Mais Oui, c'est une bon, fois par an. Et puis tu peux faire venir plein de bénévoles pour les ramasser. ouais, on peut essayer en tous les cas. On verra. Ok. À chaque moment de sa vie, on a, on a peut-être une énergie différente, du coup, plus adaptée à certaines, à faire certains trucs, quoi. Ouais. Effectivement, au début on était très content de faire du béton là tous les jours quand on a construit les bassins du Dôme. Maintenant j'en ai plus du tout envie. Ouais. Donc là, tu me partageais tout à l'heure que ce qui t'anime, c'est d'expérimenter quelque chose de nouveau, qui répond à un besoin qui est qu'en ce moment, t'as du mal à vendre les légumes. Enfin, tu trouves pas les débouchés qui permettent d'arriver au client final. Et du coup, tu te casses un peu la tête à bien vendre les légumes. Donc tu t'es dit, on va faire de la semence. C'est ça? Oui, ça c'était Grosso par modo. rapport, oui, on peut dire, oui, c'était les réflexions d'il y a 1 an, 2 ans, ouais, D'accord. qui sont en train d'être mises en pratique maintenant. Ok. Donc, quelle proportion de la ferme ou du modèle économique, ou tu le dis comme tu veux, est consacrée à la semence aujourd'hui? Bah là, bah ça va dépendre en fait quand on va faire par exemple des graines de tomates.
on va faire du jus de tomate, du coulis de tomate. Et donc du coup, tout dépend de notre capacité après à vendre ces produits. Donc si on arrive à bien vendre ces produits transformés, peut-être que la semence, ça représentera la moitié du chiffre d'affaires de la ferme. Si on n'arrive pas du tout à les vendre, ça va représenter 90%. C'est ça. Et puis après, il y a d'autres trucs, par exemple sur les carottes, les betteraves, on va pas faire de semences de ces légumes-là pour différentes raisons. Et par contre, on est vraiment heureux de la manière dont on a réussi à faire pousser ces légumes-là. Du coup, on va quand même en continuer à en faire. Et là, on essaye des recettes pour voir est-ce qu'on ferait pas une gamme de produits transformés. C'est toujours pareil, ça c'est des projets qui vont nécessiter de trouver des personnes qui s'intègrent pour développer telle, je ne vais pas dire filière, mais telle... soit responsable de ce segment d'activité, quoi. Ouais. D'un atelier quelque part. Voilà, d'un atelier, c'est très bien le mot atelier. Moi, ce qui me parle là-dedans, c'est que je trouve que le fait de faire des semences, ça montre un peu une sorte de maturité de la ferme ou du système, tu vois, de se dire, ok, ils ont fait des légumes, et puis là, ils passent à la semence et aux produits transformés. Ça montre une certaine expérience, puis je trouve ça beau de se dire, on va faire des graines, quoi. Parce que la graine, c'est quand même c'est la vie. Et est-ce que tu as une intention particulière dans la manière dont tu vas faire les semences ? Oui, absolument. En fait, là, moi, ce qui m'intéresse là sur la semence, c'est d'essayer de pouvoir sélectionner des plants et de créer une résistance principalement sur les stress hydriques, quoi. On avait fait la plupart du maraîchage qui est en extérieur, 90% des planches de légumes sont sans irrigation. Et donc, et on a bien vu là, depuis plusieurs années comment, au bout de 1, 2, 3 ans, on avait les variétés de tomates qui devenaient plus résistantes justement à ces conditions de culture un peu rudes, quoi. Et donc, cette sélection-là, ça fait du sens d'essayer de sélectionner dans ce sens-là. Après, je vois aussi qu'il y a un gros problème je sais pas si c'est un gros problème, en tous les cas, il y a de plus en plus de maraîchers qui sont en train d'utiliser des semences hybrides F1. Alors, soi-disant, c'est pour augmenter les rendements, mais nous, on a déjà essayé du F1, on a vu qu'on n'avait pas des meilleurs rendements qu'avec des semences paysannes. Donc, pourquoi payer les semences 5 à 10 fois plus cher si ça ne fait pas augmenter les rendements et qu'en plus, qu'on sait que derrière, il y a de l'exploitation d'enfants à l'autre bout du monde, etc. C'est pas forcément très, très beau ce qu'il y a derrière les semences hybrides. Et après, il y a des maraîchers qui prennent des semences hybrides aussi pour des questions de standardisation du produit. Et ça, c'est terrible parce que même dans les biocoop, on voit que de plus en plus, on demande des produits standardisés. Et donc, du coup, le maraîcher, pour pouvoir arriver à vendre ses légumes, il va être obligé de se conformer aux règles de standardisation imposées par les acheteurs. Et donc, du coup... l'hybride apparaît comme la solution pour avoir des produits, pour avoir par exemple que des butternuts ou des potimarrons qui ont à peu près le même calibre. Mais c'est vrai qu'avec du hybride, ils sont tous les mêmes, mais on peut, avec de la semence paysanne et un travail de sélection, arriver à avoir un génotype qui se tient et qui ressemble à peu près à quelque chose pour pouvoir arriver à vendre les légumes. Et pour moi, là, il y a un gros enjeu dans la production de semences, c'est d'essayer de retirer les parts de marché à ces semences hybrides pour remettre de la semence paysanne. Parce que ça je trouve que c'est vraiment un enjeu très important pour moi. En tous les cas, ça fait du sens d'essayer de remettre dans le domaine public une sélection de graines qui date depuis 10 000 ans d'histoire, quoi. Ouais, on sent c'est vraiment super important pour toi, quoi. C'est militant, quoi. Moi, je trouve ça aberrant qu'il y ait
des semenciers qui en 10 ans de sélection arrivent à faire payer des trucs à des prix incroyables parce que, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris un truc qui avait été déjà sélectionné depuis 8000 ans, 5000 ans, ils ont fait 2-3 bidouilles dessus et puis ils disent bah ça c'est moi qui ai fait tout le travail et puis ils demandent à tout le monde de payer énormément pour pouvoir avoir accès à la semence qui est la source de toute vie. Non, je partage pas cette vision du monde, quoi. Ah bah, moi non plus. Et merci de travailler à ça et j'ai hâte de pouvoir acheter les semences de la ferme de Cagnols. C'est un domaine que je connais pas très très bien, la production de semences, donc j'aurais bien continué sur le sujet, mais c'est vrai que peut-être pour une autre fois. C'est aussi important, la graine, que les arbres. Ouais, je trouve que c'est un très beau choix que tu as fait et j'ai hâte de voir ce que ça va donner, quoi. Enfin, d'ailleurs, vous avez déjà commencé à en faire. Oui, là on a travaillé cette année là pour le moment pour AgroSemences. D'accord, ok. Et donc là on va travailler aussi pour Cocopelli. Ok. Et AgroSemences et peut-être d'autres semenciers, on verra. Et vous en vendrez ici ou c'est vraiment... Pour le moment, c'est pas prévu, mais on verra. Ok, trop bien. Ce qui me venait tout à l'heure aussi, c'est... hier soir, j'ai regardé la vidéo, le bonus du film Une ferme sur sol vivant, que je vous conseille de voir si vous ne l'avez pas vu, qui est sur la chaîne YouTube de la ferme de Cagnols. Ce qui m'a impressionné, c'est dans le bonus avec François Hérissou, le sourire que t'avais quand il a dit que en 10 ans, t'as stocké 420 tonnes de carbone sur 1 hectare. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui... Enfin, ma première question, c'est comment t'en es arrivé à expérimenter ce truc fou d'apporter 20 cm de broyade déchets verts à trois moments sur 10 ans, c'est ça à peu près, par parcelle? Ouais, on a fait différentes modalités. Grosso modo, on a apporté beaucoup. Vous en avez apporté beaucoup. Comment t'en es arrivé là, déjà, à cette idée un peu folle? Et et qu'est-ce que ça te fait quand on te dit que tu peux stocker... tu pourrais gagner 10 000 euros par an sur 10 hectares si on payait une ferme pour le carbone qu'elle séquestre. 10 000 euros si on était au prix du carbone actuel. Voilà, c'est ça. De la tonne d'équivalent CO2 actuellement. Comment j'en suis arrivé là? J'ai l'impression que c'est juste si on regarde comment ça fonctionne d'un point de vue biologique et les livres sur lesquels je me suis porté en m'installant ici disaient tout ça, quoi. Donc j'ai vraiment l'impression de rien avoir inventé. Nous, on a fait des apports, on a commencé à récupérer des camions de matière organique brute, de broyade déchets verts principalement, dès 2012. Mais c'est vrai que ce qui était délicat, c'est que moi, j'avais l'impression que c'était logique et que c'était ce qu'il fallait faire, mais il y avait quand même tout le monde qui me disait mais qu'est-ce que tu fais, t'en mets trop, tu fais n'importe quoi, etc. Je dois dire que c'est vrai que quand j'ai appelé François Mullet fin 2016, parce que je suis tombé sur les vidéos là justement fin 2016 et qu'on a échangé un petit peu, il m'a rassuré sur ce qu'on faisait, quoi, et puis du coup on a continué, quoi. Et là du coup que François Hérissou explique ça, ça me fait plaisir, oui, parce que c'est juste ce qui était écrit et qu'on a suivi, et c'est juste le bon fonctionnement naturel d'un sol. Mais je suis surpris de voir comment en fait cette question, en fait on parle à chaque fois du CO2, du réchauffement climatique, etc. Mais alors dans les milieux agricoles, etc., il y a des gens qui connaissent bien les enjeux et qui ont bien compris, mais ils sont vraiment, vraiment très minoritaires. Et la plupart du temps, quand on entend des gens, même des écologistes, qui parlent de climat, etc., à mon avis, ils sous-estiment totalement le potentiel qu'il y a
de séquestrer du carbone dans les sols et des plantes de séquestrer du carbone, quoi. Et même là l'autre jour j'entendais un truc sur France Inter où presque était remis en question. En fait, on parlait justement de forêts d'eucalyptus. Effectivement, des forêts artificielles d'eucalyptus, c'est un désastre pour l'environnement. C'est pas des vraies forêts, mais c'est pas parce que la forêt d'eucalyptus elle pompe de l'eau dans les nappes phréatiques et qu'elle dessèche peut-être les milieux, que la forêt en général dessèche les milieux, puisque finalement c'est les forêts qui vont ramener de l'eau, et du coup on en arrive des fois quand on est loin des champs, loin des forêts, à avoir des idées qui sont pas forcément exactes d'un point de vue biologique ou de ce qui se passe, quoi. Ouais. Et ce qu'on sous-estime aussi, c'est du carbone stocké, mais c'est aussi toute une vie qui est recréée dans les sols, et ça c'est super important. Et alors il y a une question peut-être un peu bête, et si je réalise qu'elle est vraiment bête, je la couperai peut-être. C'est en fait tout ce carbone séquestré, il vient de la matière organique qui est dans les camions. Donc en gros, cette matière organique, elle aurait été où si elle n'avait pas été séquestrée dans tes sols? C'est la bonne question quand si on essaye de faire un bilan carbone. Il faut dire qu'est-ce que, pour moi, là sur le carbone qui arrive dans le camion, c'est pas moi qui l'ai séquestré. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est quel est le cirque, comment est gérée la matière si elle vient pas, si en fait un camion qui vient à la ferme de Cagnols, qu'est-ce qu'on fait? On va épandre le broyat rapidement au sol, et du coup on va avoir une digestion à froid de la matière, et donc il y a à peu près la moitié du carbone qu'il y a dans le camion qui va être stocké relativement durablement dans les sols. Si le camion ne vient pas à la ferme de Cagnols, souvent il passe il va être composté avant, et dans le processus de compostage on va perdre la moitié du carbone. Puis après on va ramener le compost au champ, et là on va perdre la moitié du carbone. Donc en fait, ce que j'ai l'impression, c'est qu'on pourrait dire, c'est que via le fait qu'on utilise la matière brute et qu'on l'épand au sol et qu'on fait du compostage à froid, on va stocker 2 fois plus de carbone que dans la modalité où on fait un compostage à chaud, comme c'est le cas dans la plupart des endroits, quoi. Et donc du coup, c'est en fait ce différentiel-là qu'on pourrait éventuellement dire, ça c'est ce qu'on a fait nous, quoi. Ok. Et est-ce que tu crois que ce modèle-là est faisable par tous les maraîchers? Et est-ce que tu vas continuer d'apporter de la matière encore longtemps? Ou est-ce que tu vas être en auto-fertilité des sols? Alors, est-ce que c'est possible pour tout le monde? Je vois pas pourquoi. J'ai pas l'impression d'être plus brillant que quiconque. Que tous ceux qui ont essayé, ça marche hyper bien. C'est juste... c'est tellement simple et fonctionnel que je vois pas de limite. Okay. Les seules limites, c'est vraiment nos barrières, par exemple, ou peut-être, je sais pas, si je suis maraîcher et que j'ai appris que pour semer des carottes, il me fallait un semoir 4 ans ou 6 rangs. Effectivement, les semoirs 4 ans ou 6 rangs, ils passent pas sur mes planches parce qu'on a des débris de broyat. Donc là, il faut prendre juste les graines à la main et les jeter, quoi. Ok, c'est ce que tu fais. C'est ce qu'on fait. Ouais. Après, du coup, ça c'était pour tout le monde. Après, la deuxième partie de la question, c'était quoi? C'est est-ce que tu penses que... Est-ce que tu vas continuer à apporter de la matière, ou est-ce que quand tu auras atteint 10% sur toutes tes parcelles, tu vas arrêter et tu vas juste utiliser les couverts végétaux, par exemple? Eh ben... Ça dépend en fait de quel est le but des choses qu'on fait. Là, pour produire, on n'a plus besoin d'apporter de la matière parce que les sols sont suffisamment fertiles, et il y aurait juste besoin d'apporter un petit peu pour de l'entretien, et cet entretien il peut très bien être fait avec des couverts végétaux qu'on peut faire pousser in situ. Toutefois,
c'est quand même... moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde, il n'y a pas beaucoup de recherches sur qu'est-ce qui se passe si on atteint 10, 15, 20% de matière organique, quelle est l'évolution de ces matières organiques dans le temps, est-ce qu'il va avoir des pollutions en nitrate, ou est-ce qu'on va avoir de l'azote sous forme d'ammonium qui reste assez stable dans les sols et pas de pollution. En fait, toutes ces questions-là, il n'y a pas vraiment... En tous les cas, je ne trouve pas de réponse à ces questions-là. Et donc, du coup, on a envie de continuer à expérimenter pour voir ce qu'il en est, et puis, du coup, témoigner dans nos protocoles absolument non scientifiques. On ne fait pas de trucs en double aveugle, mais c'est intéressant de voir si on monte des sols à 20% de matière organique et que ça pousse toujours très très bien. On pourra dire qu'à 20% en Dordogne, sur un terrain argilo-calcaire, on peut faire pousser tel légume et qu'il n'y a pas de problème à avoir des taux de matière organique élevés. Ok. Ouais, en fait, t'es quelque part un paysan chercheur, enfin en tout cas tu cherches, en collaboration avec des techniciens chercheurs comme François Hérissou ou même des chercheurs peut-être. Mais c'est vrai que ce que tu fais est super important parce que y a pas grand monde dans la recherche qui s'intéresse à ces sujets-là. Et ça serait bien qu'il y ait des chercheurs qui soient connectés aux fermes qui avancent dans l'agroécologie comme toi, quoi. Après, il y a quelques chercheurs, en tous les cas, qui sont intéressés par ces sujets. Ouais. Mais à part qu'ils n'arrivent pas à avoir des enveloppes pour financer des projets dans cette direction-là. Ouais. Ok. Message pour les chercheurs et les financeurs qui nous écoutent, n'est-ce pas? S'il y en a. Donc, comme je te disais tout à l'heure, c'est un podcast qui est écouté par beaucoup de jeunes qui se demandent s'ils vont devenir paysans ou paysannes, ou en tout cas qui cherchent leur place dans le vivant, dans la transition agroécologique. Comment je peux aider, comment je peux faire ce que j'aime tout en contribuant à faire émerger un monde vivant, qui existe déjà, mais en tout cas le déployer. Est-ce que tu as un message particulier, des choses à dire, en fait, avec ton expérience et qui tu es? Ah, c'est la question piège. Non, il n'y a aucun piège. Non, mais c'est... Je me sens un peu perdu parce que ça dépend... Qu'est-ce que tu as envie de partager à des jeunes qui ont envie de s'installer? De suivre ce qu'on a dans les tripes, quoi. Et de pas se décourager. C'est vrai que je pense que c'est dur nous, on a eu quelques difficultés. Je pense que tout le monde a ses difficultés. Ça dépend un peu. Donc, ça vaut quand même le coup de pas faire une installation trop à la légère, c'est-à-dire bien se préparer pour éviter de se casser la gueule, parce que c'est toujours une expérience, mais c'est pas forcément des plus agréables. Mais du coup, si on en revient à de l'agronomie, moi j'aurais tendance à dire d'avoir foi dans les mécanismes du vivant, parce que ça fait des millions d'années qu'ils sont à l'œuvre et qu'ils fonctionnent extrêmement bien, et que pour l'instant on n'a rien fait de mieux, quoi. Et donc là, nous, on est parti sur l'angle vraiment d'essayer de recycler des déchets de notre société, tous ces broyades déchets verts, quoi, pour remettre en vie des sols, stocker du carbone. Donc ça, c'est là où on en est actuellement. Et là, j'ai l'impression qu'une fois qu'on a compris un petit peu ces logiques agronomiques, qu'on arrête de travailler les sols qui sont quand même une grosse problématique si on peut considérer le sol comme une machine biologique très complexe, le fait de passer un outil mécanique dedans, on va détruire cette machine. Donc une fois qu'on arrête de travailler les sols et qu'on passe à une nourriture, c'est-à-dire apporter ce que mange la vie biologique, c'est-à-dire naturellement, c'est-à-dire du bois, des feuilles et des herbes, là on devra avoir normalement des systèmes agricoles qui fonctionnent, et après peut-être que
l'étape d'après, c'est ce qui est en train de m'intéresser actuellement, c'est de voir qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de l'information, essayer de comprendre les concepts d'entropie et d'aller peut-être vers plus de subtilité dans ce rapport avec le vivant, quoi. D'entropie avec un A ou un E? Bah là c'était avec le E pour qu'est-ce que l'entropie. Ok. Et après, effectivement, on pourrait imaginer comment développer des modèles économiques qui favorisent la négantropie et peut-être avec un A. Ok. Non, parce que c'est marrant parce que j'avais deux questions qui ont fait pouf dans ma tête en t'écoutant, même si je t'écoutais bien sûr, hein. Mais la première c'était par rapport à l'entropie. Je sais pas si tu as entendu parler de la syntropie, l'agriculture syntropique. Oui, j'ai entendu parler. Donc le podcast que j'ai fait avec Anaël à Plazac, c'est à ce sujet-là. Et donc l'agriculture syntropique, c'est une agriculture de processus où on fait vraiment confiance au processus de la nature qui va toujours vers plus de complexité et d'abondance, donc vers la forêt, qui est le modèle. Et du coup, bah, l'agriculture syntropique, syn c'est avec, donc c'est le fait d'aller de quelque chose de simple vers quelque chose de complexe. Donc, par exemple, un gland qui devient un chêne, c'est du simple qui capte des molécules simples pour faire du ultra complexe, quoi, un arbre avec toute la complexité qui vient avec. Et l'entropie, c'est de brûler de l'essence dans ton moteur. Et donc, je me demandais si toi, c'est quelque chose que tu aimerais expérimenter un jour, même si pour l'instant, t'as pas le temps et tout ça, mais est-ce que ça t'anime d'expérimenter une agroforesterie qui s'inspire de la succession naturelle et peut-être avec du maraîchage, peut-être pas, mais en tout cas d'avoir toutes les plantes qui vont vers l'abondance, aussi bien en termes de succession que de stratification dans l'espace. Après, moi j'ai l'impression que c'est ce que l'on fait là. Après, Ok. on a pris le mot agroécologie au début. Là, il y a un autre terme. Pour moi, c'est la même chose avec juste une sensibilité différente ou une approche qui doit correspondre à la personne qui développe plutôt ça que ça. Mais on est toujours dans les mêmes logiques du vivant, quoi. Ok. Donc il y a des endroits de la ferme où tu as plusieurs strates d'arbres, par exemple, et où chacun capte la lumière en fonction du niveau où il est. D'une certaine manière, dans la mesure où on peut avoir par exemple deux rangées d'arbres espacées de 10 mètres. Entre ces rangées d'arbres, on va y mettre des légumes, et sur la rangée d'arbres, on va avoir un arbre qui va monter à peut-être 15 mètres de haut. Entre ces deux arbres, on va avoir un arbre moyen, type un pêcher, et puis on va avoir mis des petits fruits. Ok. Donc, un peu comme un verger maraîcher ouais, diversifié, du coup, quoi. c'était... Ok. Mais après, là, sur les questions d'étage au niveau des arbres, c'est vrai que j'ai l'impression que c'est très très pertinent dans des endroits où il y a beaucoup beaucoup de luminosité. Là, je vois ici, quand je te parlais des problématiques de concurrence du noyer sur les légumes, et pour moi ça n'a rien à voir avec la juglone. On est vraiment, le facteur limitant pour moi c'est d'abord l'ensoleillement, et on a pour l'instant en tous les cas pas assez d'intensité lumineuse pour pouvoir vraiment faire autant d'étages comme par exemple au Brésil, où ils ont développé cette agriculture syntropique, où là il y a vraiment beaucoup plus de possibilités, quoi. Ouais. Moi, je dirais que c'est peut-être le noyer qui est pas forcément au bon endroit à avoir des légumes au milieu, quoi. Mais bon, on pourrait imaginer, par exemple, avoir des arbres qui se taillent super facilement sur les côtés, comme du saule, du peuplier. On pourra en reparler si tu veux. Parce que c'est vraiment... Enfin, je co-anime des formations en agriculture syntropique et c'est vraiment possible
d'en faire en maraîchage, mais pour l'instant, il n'y a pas grand monde qui expérimente, quoi. Et puis la dernière chose que je voulais te demander, c'est t'aimes transmettre, donc tu fais des formations. Est-ce que c'est le cas en ce moment? Tu transmets par les vidéos, par le podcast, par tous les gens qui viennent te voir pour te demander est-ce qu'on peut faire un film ou une émission ou ce genre de choses. Et les formations, c'est quelque chose qui te prend beaucoup de temps et qui t'anime aussi. Oui, ça me plaît. Ouais. Ça me plaît de faire des formations là. Pour le moment, je donne une formation tous les mois à peu près, Ok. de 3 jours. Voilà à peu près le temps que ça me prend. Et puis du coup, tous les ans, ça prend 10 jours pour la remettre à jour un petit peu. Ok. Trop bien. Est-ce que tu as autre chose à ajouter? À partager? Un message à partager à nos auditeurs, auditrices? Et moi, c'est juste la question à tous ceux qui s'intéressent à l'écologie, c'est de vraiment aller voir ou à l'énergie et de voir quel est le potentiel qu'il y a vraiment dans les sols pour stocker du carbone et même produire beaucoup plus. En fait, les végétaux, ils peuvent produire beaucoup sans forcément avoir des intrants chimiques, sans nécessiter des engrais qui sont faits avec du gaz russe. On peut très bien faire pousser des plantes avec du soleil et en fait les déchets organiques qu'on produit régulièrement et qu'on sait même pas quoi faire, quoi. Trop bien. Et maintenant, c'est le petit moment de gratitude du podcast. Est-ce que tu as envie de remercier des gens? C'est vrai que je suis pas l'habitude, mais dans tous les cas comme ça, mais oui, si je remercierai jamais assez mes parents, ma famille, mes amis et tous les gens qui sont passés ici et qui m'ont soutenu d'une manière ou d'une autre. Et puis c'est vrai que je suis vraiment très heureux d'avoir rencontré Romain. Et de tout ce qu'on a fait ensemble, parce que sans lui j'aurais jamais monté une chaîne YouTube, etc. Et j'avais envie de partager ce qu'on expérimentait à la ferme, et c'est vraiment cette rencontre qui m'a permis de le faire, quoi. Donc merci Romain. Trop bien. Merci à toi d'avoir pris ce temps, Benoît. Et oui, pardon, et puis toute l'équipe, hein, j'ai dit toute l'équipe. Je l'avais dit de manière en filigrane, mais clairement, merci à toute l'équipe qui m'accompagne actuellement. Et merci à toi. Avec plaisir. Et à bientôt. Merci d'avoir écouté ce podcast. S'il vous a plu, je vous encourage à l'envoyer à 3 personnes qui pourraient en bénéficier. Vous pouvez aussi le partager sur les réseaux. À bientôt, prenez soin de vous et n'oubliez pas de vous connecter au vivant le plus souvent possible.